Si tu es un petit peu sur LinkedIn ou Instagram, tu as sûrement vu passer des images d'architecture faites avec l'IA assez incroyables. Mais peut-être comme moi, tu t'es demandé, bah, est-ce que c'est vraiment utilisable ces images dans des projets réels? Est-ce qu'on peut contrôler l'IA, non pas pour faire des projets utopiques, mais pour faire nos projets? Peut-être tu es allé un petit peu plus loin avec l'IA pour faire des images. Tu as essayé de générer des images d'après un prompt, mais peut-être tu as eu des résultats qui n'étaient pas convaincants. L'image ne correspondait pas au style que tu attendais. Tu n'arrivais pas à contrôler l'image pour qu'elle corresponde à ton projet. Je te rassure, c'est normal quand on commence, on ne sait pas comment prompter et on ne sait pas comment utiliser les outils de contrôle qui permettent aux architectes d'utiliser l'IA pour faire des images de manière plus efficace. Et du coup, tu te demandes, bah, concrètement, est-ce que je peux utiliser l'IA pour faire des images, faire des rendus rapides pour montrer à mon client à quoi ça ressemblerait le projet? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment utiliser les IA pour faire des images, comment aller au-delà d'un simple prompt, comment améliorer son prompt, comment utiliser des images de contrôle, c'est-à-dire une 3D simplifiée, qu'on passe du logiciel de 3D vers le logiciel d'IA pour générer une image réaliste, ou bien comment on part d'une image de l'existant ou une image de chantier pour montrer à son client très rapidement qu'est-ce que l'aménagement pourrait donner. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sébastien, je suis architecte et depuis 1 an et demi, je m'intéresse à l'IA pour l'architecture de manière à démocratiser l'utilisation de l'IA pour permettre à tous les architectes finalement de gagner du temps et de se concentrer sur leur cœur de métier, donc ta créativité, le fait de collaborer avec toute une équipe, le fait d'avoir une vision d'ensemble, ça me semble plus important que faire un permis de construire ou faire des comptes rendus de réunion. Donc si tu veux faire ta veille sur l'IA, être tenu au courant des nouveaux outils, connaître comment utiliser l'IA en pratique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu recevras une notification quand je publierai une nouvelle vidéo. Donc, sans plus attendre, passons à notre sujet du jour qui est comment générer des images précises avec l'IA en tant qu'architecte. Donc, avant de rentrer dans le détail de comment faire des images avec l'IA, je pense que c'est bien de se faire une culture du type d'image qu'il est possible de faire avec l'IA. Et moi, je suis donc abonné à un certain nombre d'influenceurs IA que je suis sur LinkedIn. Je te laisse le lien en description d'un guide qui te permet de les retrouver. Et comme ça, je vais te montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc, disons qu'avec l'IA, ce que tu dois voir sûrement beaucoup également, c'est, des images un petit peu conceptuelles, de projets un peu utopiques, un peu théoriques. On ne sait pas forcément comment ils sont construits. Est-ce qu'ils sont constructibles? C'est vrai qu'on peut se demander, bah, est-ce que, dans un cas pratique, on peut arriver à suffisamment de finesse pour, maîtriser le projet et pas simplement avoir une image, étonnante mais, pas forcément réaliste? Mais si tu prends l'exemple de l'image du milieu, par exemple, si tu voulais, tu avais cette idée d'avoir un pont, qui est habité, sous une forme d'une sorte de maille comme ça blanche, donc on dirait à Venise. Bah, si tu devais faire ça pour, faire la 3D, de ce projet-là et finalement faire le rendu, évidemment ça prendrait des jours. Alors c'est sûr, tu aurais une finesse de contrôle sur, le projet et tu pourrais à tout moment le modifier. Mais des fois, en phase concours, bah, on demande finalement qu'une idée. Donc, si cette idée, elle correspond à ce que tu veux, même si c'est pas totalement précis sur le type de maille, sur la forme exacte des poutres, et cetera, bah, tu as une latitude qui te permet, d'utiliser l'IA et l'IA permet, au contraire, en fait, de la méthode traditionnelle, d'explorer beaucoup plus de possibilités. Également, souvent on entend dire que, l'IA, ça homogénéise les rendus et moi, ce que j'ai vu notamment avec ces créateurs comme par exemple Ismail Seleit, que, bah, on peut avoir des rendus très diversifiés. Ça peut être des rendus type BD, type aquarelle, type dessin et ça, c'est aussi un autre usage que je trouve intéressant, c'est, souvent les rendus archi, ils sont un petit peu froids et à l'époque, on faisait des rendus aquarelles, on pouvait faire des rendus à la forme, en dessinant. Sauf que maintenant, c'est difficile de dessiner, quand on n'a pas forcément l'habitude et du coup, avec l'IA, on pourrait très bien partir d'une image assez banale, type, export de SketchUp et après on la rend un petit peu, magique, notamment en utilisant des styles comme par exemple le style BD, qu'on voit au milieu. Après, de manière plus courante, ce que tu as sûrement vu, c'est également la possibilité de faire des rendus précis d'après une image de contrôle. Alors moi, j'appelle ça une image de contrôle, c'est l'image qui est à droite, qui est en noir et blanc et qui va définir de manière assez précise la limite, des surfaces. Mais ça va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que l'IA va interpréter également, par exemple le four, elle va reconnaître que c'est un four. Ça va pas être un carré comme un autre, ça va être, elle va bien comprendre que c'est un four et du coup, elle va, faire un rendu de four qui ressemble à un four.
Après, il y a une limite aussi à la précision qu'on peut obtenir. Là, tu as l'impression que c'est totalement parfait comme rendu, mais peut-être que la personne ne voulait pas forcément du marbre, sur le plan de travail. Et ça, c'est l'une des difficultés, c'est comment on affecte les matériaux, à des endroits précis puisque, en fait, avec ce système, l'image est contrôlée à la fois par un prompt et par du dessin. Mais on verra ça plus en détail plus tard. C'est également un autre essai donc de cet influenceur qui s'appelle, Keir, Regan Alexander, donc il fournit toujours des exemples comme ça très, très bien faits et il y a aussi un souci, c'est, comment on peut donner le style général de l'image. Donc ça, c'est aussi un autre moyen de contrôle. C'est pas forcément un contrôle sur les traits exacts, mais ça peut être aussi sur l'ambiance générale, en fait, c'est-à-dire le type de carreau, le bois et cetera. En fait, on peut prendre une image d'un style qu'on aime et l'adapter à une autre géométrie, c'est tout à fait possible. Alors après, j'ai sélectionné quelques petits exemples, notamment de Ismail Selait, en fait, qui souvent combine ses compositions dans des vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la diversité de styles qu'on obtient. Lui, il travaille notamment sur ce qu'on appelle un LoRa. Un LoRa, c'est une sorte de filtre qui va donner un style particulier. Donc, filtre dessin à la main, filtre maquette, filtre dessin ultra précis, etc. Et on peut même combiner les filtres entre eux. Donc, tu imagines le décuplage en fait de créativité qu'on peut avoir entre le prompt, le filtre, l'image de contrôle et cetera, c'est, proprement infini. Une autre approche également, c'est la conception en temps réel. En fait, c'est le fait de connecter ton logiciel de modélisation avec l'IA. Donc, c'est quoi l'avantage, tu vas me dire? Bah, c'est d'avoir un retour, très rapide et à la fois très réaliste. Donc, si, tu dessines dans ton logiciel, bon, toi, tu as peut-être l'habitude, tu es architecte, tu imagines le rendu général du bâtiment, mais il y a quand même une limite à l'imagination et quand on a un rendu réaliste, en fait, on peut prendre des décisions qui sont beaucoup plus, on va dire, précises. Notamment si tu parles à des gens, bah, qui ne sont pas architectes, qui n'ont pas la capacité d'imaginer, quand on voit une façade qui est, somme toute abstraite. Donc maintenant que je t'ai fait un peu rêver en te montrant ce qu'on peut faire avec les images d'architecture via les créations d'architectes qui les utilisent déjà, tu peux te demander, bah, finalement, sur quel outil je vais partir, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'outils dans le domaine de la génération d'images avec l'IA. Donc là, j'ai fait un tri, très important et j'ai gardé que 4 outils qui ont les critères d'être suffisamment complexes pour, correspondre aux besoins qu'on a en architecture, notamment en termes d'image de contrôle, mais aussi suffisamment simples pour, pouvoir être utilisés, par des débutants et que ça ne soit pas un frein à ton adoption à l'IA. Donc sache qu'il y a des outils plus évolués qui permettent de faire plus de choses, mais ça, je pense que tu t'y intéresseras quand tu auras déjà un certain niveau avec l'IA. Donc voilà, je vais te présenter 4 outils. Le dernier outil, c'est celui que je vais choisir pour te montrer la suite de cette formation. Mais libre à toi d'en prendre un autre. Les 4 outils sont intéressants et on a une approche différente, de la question de la génération d'images pour l'architecture avec l'IA. Donc si tu veux retrouver d'ailleurs ma sélection d'outils, sur l'IA, donc sur la partie image, sur la partie outils métiers, sur la partie architecture générative, j'ai mes ressources qui sont en ligne, donc je te laisse le lien dans la description. Donc tu cliques ici, tu vas sur obtenir et tu auras accès au pack complet de mes ressources, donc notamment une bibliothèque de prompts ChatGPT, la liste de mes meilleurs outils, les principaux cas d'usage de l'IA en architecture, mais tu as également des formations gratuites, bah, comme celle-ci que tu es en train de regarder, mais tu en as une également sur ChatGPT et sur l'automatisation. Donc comme ça, tu peux commencer avec l'IA gratuitement et obtenir, toutes mes ressources qui sont mises à jour. Donc dès qu'il y a une nouvelle ressource, je t'enverrai un petit mail. Donc un outil pour générer des images très connu, c'est Midjourney. Donc Midjourney, donc c'est un logiciel qui permet d'avoir des images, de belle qualité, assez artistiques très facilement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un prompt très complexe, mais à la fois on peut avoir des images, assez variées, donc soit, très créatives, soit, totalement banales comme celle-là. Donc évidemment, ça va être, le fait de l'utiliser, souvent et notamment de dire qu'on aime une image, ça va influencer, ce qui va nous être proposé par la suite. Il y a la possibilité de créer des variations, notamment d'images. Donc, pour moi, c'est un outil qui sert pour l'idéation, pour trouver des idées, pour tester des concepts très facilement. Par contre, il n'y a pas encore pour l'architecture des fonctionnalités de contrôle, notamment avec la possibilité de mettre une 3D pour avoir une perspective précise. Donc, ça va venir, mais pour l'instant, pour moi, Midjourney, c'est un outil plutôt pour la phase créative, la phase de concours. Donc Render, c'est un logiciel, pour les architectes, c'est-à-dire qui a déjà les cas d'usage les plus courants en architecture.
Donc notamment, partir d'une élévation et faire un rendu, partir d'un croquis et faire un rendu ou bien d'une 3D. Il y a également des possibilités d'édition qui sont assez puissantes, notamment pour sélectionner des matériaux de la photo, un petit peu comme la baguette magique de Photoshop. En termes de rendu, bon, c'est un rendu assez réaliste. Il y a pas tellement le choix pour avoir des rendus, très différents, un peu plus artistiques, mais peut-être ça va venir dans le futur et tu as la possibilité de réutiliser des images existantes, de faire des variantes, de réutiliser le prompt et cetera. Il y a vraiment toutes ces choses-là. Il y a aussi une possibilité donc de partir d'une image de contrôle. Donc là, tu vois un exemple à partir d'un croquis. Donc c'est la combinaison d'un croquis et d'un prompt. Donc c'est un logiciel qui est assez complet et qui a le mérite en fait de simplifier, le travail pour les architectes. Donc Prom AI, c'est un logiciel qui est assez particulier parce que ça se présente comme une boîte à outils. Donc en haut, tu retrouves tous les outils de génération. Donc c'est un peu les cas dont j'ai parlé avant, hein. La génération d'après un prompt, d'après une image de référence, d'après une image de contrôle. Sauf que c'est pas forcément appelé pareil, mais ça te guide un peu dans ton processus créatif. Ça te permet, de faire les bons choix, même si tu es pas forcément expert. Donc par exemple, ça, c'est le générateur le plus simple, donc générateur d'après un prompt. Mais même dans cette version-là, il y a des choix à faire. Donc, par exemple, tu peux choisir le style photographique, tu peux choisir la scène que tu représentes. Donc, tu vas me dire, bah, si j'ai une scène, une pièce différente, comment je fais? En fait, tu vas choisir une qui se rapproche évidemment de ce que tu as besoin de faire et un effet photographique. Bah, du coup, ça va te donner des idées. Tu pourrais très bien l'intégrer dans ton prompt, dans les autres outils. Mais disons que l'avantage de Prompt, c'est qu'il te guide un petit peu par la main pour te donner les combinaisons qui marchent bien. Et du coup, tu peux avoir des résultats qui sont convaincants sans trop de travail. Donc OpenArt, pour moi, c'est un outil qui est un peu un intermédiaire entre les logiciels spécialisés comme Render, par exemple, et des logiciels open source, mais un petit peu complexes comme Confi UI. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. À la fois, on s'est vraiment appuyé sur l'écosystème de Stable Diffusion, donc l'IA open source la plus puissante. Et notamment, on peut changer les modèles et avoir accès au même modèle que si on utilisait Confi UI. Donc, il y a également des possibilités de contrôler l'image avec une image de contrôle. Donc, on peut choisir le mode image to image si on veut modifier une image de l'existant. On peut utiliser style reference si on veut prendre une image qui donne le style général de l'image. Ou bien on peut utiliser Advanced Control Net où on va avoir accès à l'image de contrôle, c'est-à-dire la 3D au trait telle qu'on a vu tout à l'heure. Donc OpenArt, c'est un logiciel que j'ai choisi pour intégrer dans ma formation Rendu Express, donc qui t'explique comment faire des images d'architecture avec l'IA. Donc parce que c'est un logiciel qui peut être utilisé en gratuit et qui a une interface qui est bien conçue et dont les fonctions sont très claires et assez axées sur l'IA open source qui est derrière, qui s'appelle Stable Diffusion. Donc c'est forcément une section subjective. Il y a vraiment beaucoup d'outils dans le domaine de la génération d'images avec l'IA et notamment du fait que l'IA la plus puissante, le modèle d'IA le plus puissant, reste open source et du coup, ça veut dire qu'on peut l'intégrer relativement facilement dans un logiciel et du coup, les logiciels, les outils vont se différencier beaucoup par l'interface, mais sache que derrière, souvent, il y a le même moteur, on va dire. Donc là, je t'ai choisi 4 outils. Fais-toi ta propre idée, teste les outils. Le critère, c'est évidemment aussi le fait de pouvoir payer. Moi, je t'encourage à avoir un petit budget pour pouvoir tester les outils. Par exemple, Midjourney, il n'est pas disponible en gratuit. Donc, si tu veux le tester, bah, il faut mettre un petit peu de budget. Mais sache que bah, forcément, ton choix, il va pouvoir changer avec le temps. Tu vas pouvoir découvrir d'autres outils et c'est pas gravé dans le marbre. Donc, je te déconseille de prendre un abonnement à l'année pour commencer. Mais avant de passer au cas pratique de génération d'images avec l'IA, je voulais te parler de ma formation en ligne complète sur l'IA qui te permet d'aller beaucoup plus loin sur ton utilisation de l'IA en tant qu'architecte. Donc, si tu veux apprendre à utiliser ces nouveaux outils IA pour gagner du temps au quotidien dans ton agence, je propose une formation complète à l'IA. Il y a à peu près 15 heures de vidéos directement en ligne, donc que tu peux suivre pas à pas quand tu as le temps et appliquer directement dans ton agence les cas d'usage, les techniques que je t'apprends pour mieux utiliser l'IA. Donc, c'est une formation qui est segmentée en 3 parties. La partie assistant IA, la partie image avec l'IA dont on va parler dans cette vidéo et la partie génération de plans avec l'IA. Si tu veux te former à l'IA pour l'architecture pour gagner du temps, va voir mon lien en description, tu verras le programme complet de la formation. Voilà, donc là, on est directement dans l'interface de OpenArt, donc c'est assez intuitif. Il y a des sortes d'onglets sur le côté. Create, bah, pour générer des images. Caractère, donc c'est plutôt quand on a des personnages. Vidéo, c'est pour créer des vidéos d'après une image. Donc ça, c'est pas mal que ça soit intégré directement dans le logiciel.
Edit, on va être en mode édition, donc on va pouvoir, uploader une image, déjà faite, donc soit avec l'IA, soit, avec d'autres techniques et la modifier. Bulk create, du coup, ça va être une possibilité de créer des images en masse. Modèle, on va pouvoir du coup, gérer nos modèles ou même entraîner notre propre modèle et ça, je trouve ça particulièrement intéressant que ça soit intégré et bon, est-ce que c'est disponible en 10 minutes? Je ne l'ai pas testé personnellement encore, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner des images à nous et entraîner notre modèle et du coup avoir un modèle, qui corresponde à notre style. Pareil, il y a une section sur les styles justement pour avoir des styles plutôt dessins, des styles, plutôt réalistes, plutôt 3D et cetera et app, c'est des sortes de sous-fonctionnalités en fait, comme des workflows, c'est-à-dire des process en fait de traitement d'image déjà, prédéfinis. Donc nous, on revient sur Create et dans ce tutoriel, dans cette formation, je vais te montrer uniquement la partie Create. Donc il y a juste le haut, la custom setting, ça correspond à pouvoir sauver en fait des réglages et ça, c'est assez utile si on réutilise toujours le même style ou la même transformation d'image. On a modèle. Alors modèle, du coup, il faut que je t'introduise un peu les modèles, de quel modèle il s'agit. En fait, ce logiciel utilise les modèles open source de Stable Diffusion. Les plus connus, c'est SDXL et Flux. Donc SDXL, c'est le modèle le plus ancien. Il n'est pas si ancien que ça, mais on va dire c'est le plus puissant des modèles de la génération d'avant. Donc ça veut dire il a accès à toutes les options, il a beaucoup de réglages, notamment en termes d'image de contrôle et on arrive à un très bon résultat. Après dernièrement donc, il a été un petit peu devancé par le modèle Flux et Flux donc c'est un modèle qui pour l'instant a un peu moins d'intégration en termes d'image de contrôle. Par contre, il est très réaliste, il accepte les prompts longs et il suit les prompts en détail. C'est-à-dire qu'on peut lui lister toute une série de choses qu'on veut voir sur l'image et il va le faire. Donc c'est 2 modèles assez différents. Donc dans cette phase, génération, d'après un prompt, je vais te montrer un peu la différence entre les 2 modèles. Donc on garde Juggernaut XL. Donc, oui, une chose aussi, c'est que les XL, donc SDXL, il y a plusieurs variantes de SDXL. C'est des versions qu'on appelle fine tunées, c'est-à-dire adaptées avec des styles différents. Donc tu vois que là, on a plutôt un style, comics ou, manga et à gauche, on a un style très réaliste et donc ça veut dire qu'avec le même modèle de base, on peut avoir des rendus, différents. Mais pour l'instant, on s'arrête donc sur Juggernaut XL, donc qui est un peu un standard, on va dire, c'est vraiment très utilisé. Après, on a le prompt évidemment qui est un petit peu le cœur de l'opération de génération d'images. Alors, quelque chose à noter, c'est que si on n'a pas d'idée pour écrire un prompt, on a l'option de Image to Prompt. Ça veut dire qu'on va, uploader donc une image, qui est pas forcément une image IA, hein. Ça peut être une image donc de référence, par exemple. Donc, nous, on va choisir un sujet, l'aménagement intérieur de bureau, design et ben, du coup, on va prendre une image de référence de bureau design qu'on aime bien et ça va pouvoir, nous donner un prompt qui nous suggère une description textuelle de cette image. Donc dans ce cas-là, quand on utilise Image to Prompt, il va utiliser, la description, l'interprétation de l'image et non l'image, elle-même. Après, il y a tout ce qui est Image Guidance. Donc on rentrera plus dans le détail dans les sections suivantes, donc concernant les images de contrôle, c'est-à-dire la génération d'après une image et la génération d'après une 3D. Mais c'est évidemment quelque chose, d'important. Alors après, on a la taille, finale de l'image. Donc, contrairement à, ce que tu as peut-être eu l'habitude pendant des années dans Photoshop, de calculer par exemple, ton image de départ par rapport à une taille d'impression. C'est pas tellement comme ça qu'on raisonne, avec la génération, avec l'IA. En fait, on génère les images à la taille, du jeu d'entraînement. C'est-à-dire l'IA a été entraînée avec des images, de cette taille, de 1024 par 1024. Donc ça veut dire que la génération d'images va être optimisée pour cette taille. Ça, c'est un premier point et le deuxième point, c'est que ça sert à rien de calculer des grosses images parce qu'au final, ça va ralentir la génération et finalement l'interpolation, c'est-à-dire la création de pixels, elle pourra très bien se faire à la fin, donc via un processus qu'on appelle l'upscaling, c'est-à-dire la mise à l'échelle qu'on fait en général à la fin où du coup, il rajoute du détail. Donc garde ça en tête que, il y a pas besoin de mettre 3000 par 3000 par exemple, parce que là, tu vas simplement ralentir le process pour, aucun gain de qualité. Et enfin, le nombre d'images, le nombre d'images, c'est le nombre de variantes par rapport au même prompt. Alors pourquoi en mettre beaucoup? L'inconvénient, c'est que ça va te dépenser des crédits. Donc là, par exemple, moi j'ai des crédits, j'ai à peu près 4000 crédits. Donc si j'en choisis 2, ça me dépense plus de crédits qu'1. Mais l'avantage, c'est que du coup, j'ai des variations
tout d'un coup, donc c'est-à-dire les images sont créées en parallèle et du coup, bah, pour choisir l'image qui me plaît le plus, ça me prend moins de temps et du coup, après, je peux faire des variations de l'image que je préfère et du coup, m'approcher petit à petit, de la version que je préfère. Voilà. Donc ça, c'est une description un petit peu rapide, donc tu vois que c'est assez simple. Il y a encore des options un petit peu cachées, mais dans l'ensemble, ça, c'est les options principales. Donc, on va prendre le sujet des bureaux, des aménagements de bureaux et donc du coup, j'ai cherché un petit peu des références. Alors, en général, je vais sur Archdaily pour, trouver des références et là, je suis tombé sur, ces bureaux donc, d'un bureau japonais qui s'appelle, Nikken Space Design donc, voilà, ça me paraît, pas mal, en tout cas un cas intéressant et l'idée, c'est de récupérer un petit peu l'esprit de ces bureaux. Donc, bah, la couleur, le fait que les bureaux, ils sont pas forcément, rectilignes. Là, par exemple, j'aime bien, cette image, bon, même s'il y a des parties qui sont un peu moins bien, mais en tout cas, on voit des plantes, on voit, des parasols, on voit des bureaux qui sont un petit peu, décentrés. Donc on va voir si on peut réutiliser, l'esprit de cette image. Alors comment on peut faire ça? Bah, en fait, là, dans OpenArt, du coup, j'ai chargé en cliquant sur Image to Prompt, en fait, du coup, ça ouvre une fenêtre et ici, là, tu vois que tu as différents modèles. Donc ça veut dire que tu pourrais faire la même chose en donnant l'image à ChatGPT et de te demander de créer un prompt. Sauf qu'évidemment, là, il y a des pré-réglages qui sont déjà bien faits, donc tu as pas besoin de te soucier de ça. Et du coup, ça se transforme en un prompt long. In a vibrant modern office space based in natural light, individuals are engaged in various tasks, etc., etc. Donc ça décrit en gros, la scène. Alors ça, c'est un prompt long, c'est-à-dire comme une phrase, ChatGPT effectivement sait bien faire des prompts de ce type. Alors ça fonctionne pas forcément avec toutes les IA, mais on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Donc on va mettre use prompt. Par contre, on va quand même, on va changer de modèle parce que en général les prompts longs, c'est plutôt pour, Flux. Alors il y a différents, niveaux de Flux. On va prendre, Flux, photoréaliste. Et voilà, on a notre prompt long, on va pas mettre d'image de guidage. Alors prompt adhérence, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le fait à quel point, le prompt est suivi. Alors là, c'est à 3. Tu vas me dire: «Bah, pourquoi pas mettre plus?» Moi, je garde à 3. Pourquoi? Parce que c'est la valeur par défaut et ça dépend un peu du modèle. C'est pas forcément utile, même c'est contre-productif en fait de mettre un coefficient qui est trop important. Voilà. Sinon, dans ce site, il y a une bonne documentation, donc tu peux aussi, suivre les tutoriels et là, tu vas avoir plein d'autres informations, pour compléter. Donc en termes de nombre d'images, on reste sur 2 et on met create comme ça, on a déjà une génération. Alors en général, les logiciels de génération d'images, ils se font, la génération se fait de manière asynchrone. Ça veut dire que là, l'image se crée, mais en même temps, je peux continuer à faire des choses et une manière de juger l'outil, c'est aussi, sur la rapidité de la génération. Parce que tu vas te rendre compte que très vite, en fait, que, en fait, on a, heu, l'aspect créatif, en fait, de génération d'images dépend aussi de la rapidité du logiciel. Si c'est trop lent, bah, du coup, ça marche plus, trop bien. Alors là, l'image, je suis pas totalement, satisfait, voilà, j'aime un petit peu moins le style. C'est peut-être lié au modèle, mais néanmoins, en termes de conversion, disons, de l'idée générale, de la couleur des plantes, on est quand même pas loin. En tout cas, le concept est pris. Par contre, par exemple, là, il y a trop de personnes, il y a trop de plantes, voilà. Il y a des défauts, mais bah, voilà, c'est une première version. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça? Alors, moi, j'aime bien l'interface d'OpenArt parce qu'après on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait et tout est bien intégré. C'est-à-dire que là, donc si j'aime pas, du coup, je vais pas faire une variation subtile, mais je peux faire une variation strong. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va me chercher d'autres choses, mais assez différentes pour que je trouve finalement, ce qui me va bien. Là, qu'est-ce qu'on a comme information? On a bon, ça on va pas rentrer dans le détail, de ces paramètres. Scale finalement, c'est, la même chose qu'on avait vu là, l'adhérence au prompt. Quelque chose qui est assez importante, c'est la seed, c'est-à-dire en fait, le fait, c'est comme un numéro quoi, qui identifie cette image. La relation entre un prompt et une image, bah, il y a un numéro qui identifie ça et si on utilise le même numéro, même si on change un peu le prompt, on va garder un petit peu le même, le même esprit, on va dire. Enfin, si on est content de l'image, on peut l'upscaler, c'est-à-dire la mettre à l'échelle. Voilà, donc pour l'instant et il y a toute une série aussi de boutons comme ça qui permettent de faire de la modification directement à partir de l'image, jusqu'à même faire des vidéos. Donc c'est quand même, plutôt bien intégré. Alors voilà, je préfère à la limite ça. Je vais faire quand même une variation strong pour lui laisser une petite chance et après en attendant, on va faire d'autres choses.
Alors, je voulais, là, on a écrit un prompt d'après une image. Ouais, c'est toujours un petit peu quand même, l'esprit qui est un petit peu le même. On a fait un prompt d'après une image. Maintenant, on va changer de modèle. On va revenir à un modèle, plus classique, donc Open, SDXL Juggernaut, donc qui est, l'un des modèles les plus utilisés. Donc c'est un modèle, Stable Diffusion qui accepte en général les prompts, séparés, donc toujours en anglais. Pourquoi? Parce que, les IA d'images parlent moins bien les langues que, ChatGPT et tout ça. Ça va changer sûrement, mais pour l'instant, on doit écrire le prompt en anglais, mais à la fois, on peut utiliser d'autres IA pour, générer le prompt si on n'est pas forcément à l'aise en anglais. Et là, bah, du coup, je vais essayer pour le coup, d'écrire, la scène à la main. Alors, qu'est-ce qui est un bon prompt? C'est un peu ça que je voulais, voir avec toi. Parce qu'en fait, quand il y a une image comme ça, comment la décrire? De manière un petit peu objective, mais surtout que l'IA comprenne. Donc déjà, on peut décrire la scène. Donc là, c'est des bureaux, après il y a un angle. Là, on est au-dessus des personnes, donc c'est une vue en contre-plongée. Heu, il y a, des parasols, donc il y a un côté un petit peu ludique. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des plantes, il y a un panorama sur la ville d'Osaka. Il y a des couleurs, voilà, il y a de la géométrie un petit peu dans tous les sens. Alors justement, je vais, faire comme tu ferais peut-être si tu es, pas forcément à l'aise en anglais, et même moi là, il y a plein de mots que je n'ai pas forcément en tête. Donc je vais l'écrire en français et comme ça nous fait un prompt, en anglais. Donc je vais lui dire, «Peux-tu écrire un prompt type, Stable Diffusion, mots séparés par une virgule, avec les éléments suivants?» Donc, bureau et en anglais, bien sûr. Bureau, aménagement, moderne et ludique. Bureau placé en décalage. Référence au parasol japonais. Je pense que c'est une référence. Personne qui travaille. Façade, mur, rideau. Sur panorama skyline Osaka, plantes et vue en contre-plongée, et aussi lumière, naturelle généreuse. Voilà, on va arrêter là. Donc là, bon, si le prompt était en français, je pourrais l'écrire comme ça, mais si l'IA acceptait mieux le français, je pourrais directement écrire comme ça, mais voilà, là, j'utilise juste la traduction anglaise. Alors lui, il me fait même des traductions, vu que je lui ai dit que c'était pour Stable Diffusion, du coup, il a rajouté des choses que ces modèles de Stable Diffusion aiment bien, notamment, 8K render. En fait, l'idée, c'est d'avoir une vue un peu plus réaliste. Voilà, donc là, on a une série de mots, séparés par des virgules. Alors dans Stable Diffusion, dans ces modèles-là, comme SDXL, l'ordre des mots, compte, c'est-à-dire que les premiers mots sont plus importants que les suivants. Voilà. Après, dans le détail, il y a aussi, des manières de donner plus d'importance à chaque mot, mais pour l'instant, c'est la règle de base, c'est juste ça, c'est de dire, bah, ce qui vient en premier, ça a plus d'importance. Donc maintenant, on revient dans OpenArt et on colle le prompt. On est toujours sur Juggernaut et voilà. On va peut-être essayer de jouer avec, l'adhérence au prompt quand même. On va voir s'il respecte un petit peu ce qu'on lui a dit. Mais si c'est pas le cas, on jouera un petit peu avec. Alors en termes d'apparence, on va voir que c'est assez, différent quand même. Le style est assez différent. Alors en termes de plantes, c'est un peu beaucoup. Heu donc on a la vue, sur la ville, moi, je la trouve pas mal. Par contre, on a perdu le côté ludique, tout ça. Donc est-ce qu'on peut essayer de renforcer ça? Modern Office House, peut-être on va enlever Lush Green Plants juste pour, que ça enlève un petit peu de plantes. Donc Low Angle Perspective, c'est contre-plongée, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais. Bon, je vais l'enlever, peu importe.
Abundant, natural light, ultra realistic architectural visualization. On va peut-être mettre, donc là, on va le mettre un peu au début. In the style of Kengo Kuma, qui est l'un de mes architectes préférés. Donc du coup, je pense qu'il va avoir plus de bois et ça va changer pas mal le style. Donc voilà, on fait cette dernière génération, et après on passera aux autres cas pour pas que ça soit non plus trop long. Alors même si on n'a pas forcément, du coup, un exemple, concluant, si c'est pas mal. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Il y a quelques problèmes d'échelle, voilà, la plante est un peu basse. Il y a personne, c'est ça qui m'embête un peu. Alors est-ce que c'est le style de Kengokuma? On va mettre, c'est où qui parle des personnes? High detail, oui. In the style of Kengokuma, animated, workspace with several people working on colorful, desk, par exemple. Voilà, donc on va faire une dernière version qui sera peut-être la bonne ou pas. Donc, là, c'est parti dans des choses assez, différentes. On a du mal à intégrer des personnages, je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a des parasols, donc qui sont un peu hors d'échelle, mais il y a des trucs intéressants. Donc bon, le panorama est assez intéressant, je trouve. On pourrait raffiner le prompt. Alors les techniques pour raffiner le prompt, c'est, d'enlever des choses, quoi, de partir vraiment du prompt, simple et après de rajouter, de changer un petit peu l'ordre. Éventuellement donc de jouer sur les variations. Donc comme j'avais, dit un petit peu avant, variations subtiles, on va avoir une seed, donc un numéro qui va être assez proche, donc la scène elle va ressembler et variation, strong en fait il va choisir des numéros qui sont un peu plus éloignés, des seeds un peu plus éloignés et du coup on va être très différent. Comme ça, si c'est pas du tout le résultat que je veux, bah, du coup je vais avoir des choses, un petit peu différentes. On peut faire une variation subtile, ne serait-ce que pour voir un petit peu ce que ça donne. Normalement donc, vu que j'ai pris cette image-là, voilà, j'ai 3 versions assez proches de la même image avec les parapluies. Heu, alors là, il y a un personnage qui est arrivé en termes de voilà, il y a un personnage qui est arrivé, c'est presque un peu trop subtil. Mais voilà, donc quoi en conclure de cette génération d'après un prompt? C'est que, bah, esthétiquement, moi, je trouve qu'il y a pas mal de détails, c'est assez élégant. Il y a un style qui est un petit peu différent. Alors, si on est dans Flux, voilà, c'est un style un peu particulier. Si on est ici, c'est un style un peu différent. Voilà, chaque modèle a un peu sa spécificité. Après, il y aura plein d'autres manières de customiser, en fait, l'apparence. Dans l'ensemble, on arrive à faire des choses, mais la difficulté, c'est d'avoir exactement ce qu'on veut. Donc on peut faire varier le prompt pour arriver petit à petit à ce qu'on veut ou avoir des bonnes surprises et du coup rester tourner autour un peu d'une image pour prolonger ça et une fois qu'on a le bon prompt, bah, on peut le reproduire et mais après pour avoir plus de détails, bah, il y a d'autres techniques, notamment partir d'une image de base, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Voilà, donc on continue sur, la génération d'après une image. Donc là, j'ai pris une image de chantier, que j'ai trouvée, sur, internet, mais qui est assez brute, on va dire, de mauvaise résolution. Mais il y a quand même des informations, sur les poutres, sur, bah, les murs, les fenêtres et du coup, bah, où ça se passe? C'est ici, donc, image to image. Donc on active cette, guidance, ce guide, quoi et qu'est-ce que va faire l'IA? En fait, elle va utiliser à la fois, les informations du prompt et à la fois les informations de l'image. Une chose qui est importante également, c'est, le ratio de l'image de base. Parce que et effectivement, vu que l'image finale sera carrée, en fait, comment l'image si on lui donne une image verticale, horizontale ou carrée, comment elle réagit? C'est un petit peu ça, l'idée et là, il dit donc: «Output will match uploaded image aspect ratio». C'est-à-dire, que là, si j'ai une image donc du coup qui est 1024/768, il a pris automatiquement cette proportion plus allongée, ce qui est plutôt pas mal, parce que sinon après ce serait un peu étrange. Et donc du coup, on a toujours notre prompt. Alors je l'ai un peu simplifié
et là, j'ai fait deux trois tests, donc je te montrerai un peu ce que j'ai fait. Mais en gros, on repart, mettons qu'on repart de zéro, on va prendre, Modern Office Space et on va mettre, donc Desk, Colorful Desk, Arrange in randomized, donc en randomized order, donc des bureaux qui sont ordonnés d'une manière, un peu au hasard. On peut mettre colorful desk, vertical panel to separate desk from others. Bah, peut-être je suis un peu trop détaillé là, mais on verra bien. Après, plants, people walking. On va mettre, view on, town, skyline, donc une vue sur, sur le panorama de la ville. Voilà, donc on va pas aller beaucoup plus loin. On va faire un 1 test. Donc on utilise Flux, pour l'instant qui est le modèle donc qui est un peu plus récent. Vu qu'il supporte les images de contrôle, ben, autant y aller. Ce qu'il supporte pas, c'est les contrôles nets, donc on verra un peu plus tard ce que c'est. Alors là, il est déjà généré, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, il y a juste un petit défaut dans ce logiciel, j'ai pas trouvé où comparer avec l'image originale. Là, je vois l'image originale, mais dans pas mal, d'outils, en fait, on peut, superposer les 2 et là, c'est pas le cas. Mais ceci dit, donc le résultat est plutôt pas mal, un petit peu froid quand même. Colorful Desk, Arrange in Randomized Order, OK. C'est peut-être pas, la matière que je veux. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle Enhance Prompt, donc qui permet d'améliorer, le prompt. Donc là, pareil, il y a les différentes options, Image to Prompt qu'on a déjà vu et on va faire Quick Enhance. Donc c'est-à-dire qu'il va, détailler plus le prompt d'après les informations qu'il a déjà. Donc là, par exemple, Modern Office House, Vibrant Colorful Desk et cetera. On va peut-être essayer on va prendre In the style of Alvar Aalto. Donc je le mets plutôt au début pour que ça soit bien pris en compte. Après, j'ai pris un architecte connu. Évidemment, on ne peut pas prendre tous les architectes, même les plus récents. Pourquoi? Parce que, la les images d'entraînement de ces IA, en fait, la base d'images, elle est relativement restreinte. C'est-à-dire, ça peut être des millions d'images, mais c'est pas des milliards d'images et donc du coup, il y a pas tous, les images récentes notamment et cetera. Donc, voilà, on peut reproduire un style, mais pas de tous les architectes. Voilà, donc on va tester cette, version et après on fera un test sur SDXL. Mais donc là, le principe, c'est que l'image de base, elle est transformée, pour, bah, venir faire une édition globale. Après, il y a des moyens de le transformer de manière plus ponctuelle, mais on verra ça juste après. Donc ça, c'était donc avec le prompt amélioré. Ah, c'est un peu mieux. En tout cas, on voit la couleur qui commence à apparaître. Mais là, pareil, ce qui est gardé, bah, c'est la perspective globale, donc qui vient de l'image de base. Mais par contre, on a encore du mal, beh, finalement, à fixer le projet d'après du texte, parce que le texte, par définition, ça a un côté un petit peu flou et donc c'est là où on va aller plus loin dans l'étape suivante, donc qui demandera une image de contrôle. Voilà, donc on va essayer de faire une image d'après cette image de contrôle. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, il y a sûrement plus intéressant comme image, mais de toute manière, le principe est le même un petit peu. On va en tester plusieurs, donc où ça se passe? Donc on va déjà, régénérer, un petit peu nos réglages. On va utiliser un modèle, plus ancien. On va utiliser SDXL parce qu'il est plus adapté à ça. On va du coup utiliser la version, alors je vais quand même tester la version, OpenArt de SDXL, on va voir ce que ça donne. Alors justement, le fait qu'il y ait SDXL, ça nous ouvre, cette possibilité d'avoir ce qu'on appelle ControlNet. Donc ControlNet, c'est cette fonctionnalité qui permet d'avoir l'image de contrôle, du moins la version, la plus évoluée. Donc c'est celle que je vais, tester en premier. OK, donc on choisit l'image de contrôle. Après, alors comment ça marche? En fait, l'idée, c'est que cette image de contrôle, elle est utilisée comme une sorte de pochoir, c'est-à-dire, qu'elle est vue comme une image en noir et blanc et même, de manière interne, elle est transformée en noir et du coup, les lignes deviennent blanches et c'est pour dire, c'est comme ça qu'en fait l'image est,
et que l'IA, en fait, est tenue au courant de ces contrôles. Il y a différents types de contrôles. Ça peut être la détection des contours, ça peut être la détection de la profondeur et cetera. Donc le plus connu, donc c'est Cani, c'est la détection des contours, un petit peu comme dans Illustrator quand on fait une vectorisation. Bah, du coup, c'est que les lignes en pixels, ça devient des contours. Donc c'est un petit peu ça que ça fait. Control weight, ça veut dire à quel point, en fait, l'IA contrôle le résultat final, parce qu'effectivement, on peut quand même avoir une latence, là-dessus et après ça, c'est la taille de l'image de contrôle par rapport à la taille finale. Donc est-ce que, en fait, la l'image de contrôle va en fait, se caler à l'intérieur de l'image finale si elle a une dimension plus allongée ou moins allongée? Ou est-ce qu'elle va se redimensionner? Donc moi, je vais mettre redimensionner. On n'a plus d'image de base, donc ça, on est libre de ce point de vue-là. Après, il y a ces réglages donc qui sont disponibles du coup. Il y a des réglages avancés, qui sont disponibles ici, mais on va pas, trop, en parler, à part un qui est, la fameuse seed, donc c'est-à-dire, le fait de bloquer l'image. Donc ça, on fera une petite démo, un petit peu plus tard et maintenant, bah, on va générer un prompt là-dessus et du coup, on va utiliser à nouveau, la fonctionnalité Image to Prompt pour avoir un petit peu des idées et on va reprendre, bah, on va prendre celle-là qui est une image un petit peu différente du même projet. Donc là, c'est encore, ChatGPT, en API, en fait, qui nous génère le prompt. Donc c'est tout intégré, c'est plutôt pratique et voilà. Donc normalement, on devrait avoir un petit peu le caractère de ce qui est décrit dans ce prompt et à la fois le contrôle des formes, de l'autre prompt. Donc on va lancer. C'est peut-être un petit peu plus long pour la génération avec contrôle, bah, parce que il y a plus de calculs à faire, en fait. Tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc on garde un petit peu le style dessin, qui est pas totalement enlevé. Par contre, quelque chose que je ne retrouve pas, c'est le la comparaison, avant-après de l'image de contrôle sans image de contrôle. Donc là, on voit, oui, il y a des traits dans l'image d'origine, en fait, qui sont finalement interprétés comme des traits. Donc là, les petits traits pour signifier le vitrage, c'est interprété comme un trait, ce qui me gêne pas forcément, sauf que ça manque un petit peu de réalisme. Mais sinon, en termes de fidélité à la forme, on voit on a suivi, en fait, l'image. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai fait un autre test, donc toujours, avec ControlNet Kani là et la même image, mais avec un autre modèle donc qui est Dreamshaper, V8 et ça me donne ce rendu-là, donc un rendu où il y a toujours l'impact des lignes de contrôle, donc un peu en mode dessin, mais avec un rendu un petit peu différent. Donc bah, on peut jouer aussi sur l'image même avec les images de contrôle. En fait, là, il y a différents modèles. Du coup, Dream Shaper, donc c'est une variation de SDXL, mais avec un rendu un petit peu différent. Voilà, on peut également, créer ses propres modèles, donc ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Alors maintenant qu'on a créé un petit peu des images, l'idée, c'est de dire, bah, comment on peut, les modifier bah, pour aller plus loin et notamment rajouter des personnages. Alors la modification, ça s'appelle, lean painting. Donc il y a des on peut étendre, il y a différents types de modifications, en fait. Une première modification, c'est, de modifier, un élément de l'image pour, rajouter un personnage, pour ajouter une fenêtre. Une deuxième, c'est peut-être d'étendre la zone de l'image. Là, par exemple, c'est un peu serré sur la chaise, donc on pourrait étendre pour inventer, finalement un contexte autour ou même pour la rendre verticale. Donc là, on va tester ça parce que c'est quand même assez simple. Et là, du coup, on arrive dans une autre interface. Donc, on était dans Edit, là, on était dans Create et maintenant on arrive dans Edit et on est dans la fonctionnalité donc étendre. Et maintenant, du coup, on peut étendre, la zone. Donc c'est ça qui est assez sympa dans ce logiciel, qu'il y a pas dans Midjourney, en tout cas dans la version, classique de l'extension dans Midjourney. Maintenant, il y a une autre version Edit, qui est plus étendue, mais en gros, on peut du coup créer une variation. Alors là, il nous demande aussi plusieurs images. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, c'est une édition créative, donc lui, il va inventer des choses, donc elles seront plus ou moins réussies. Le prompt, c'est pour définir un peu plus, mais c'est optionnel parce que finalement, on a déjà beaucoup d'informations avec l'image de base, donc on va juste ne pas l'accepter. Par contre, du coup, là, je vois que l'extension, c'est un petit peu cher, c'est 10 € par, pas
pas 10 € mais 10 crédits par image créée. Et en attendant que ça crée, bah, on peut voir un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle interface qui est l'interface d'édition. Donc c'est présenté sous la forme d'une sorte de tableau blanc comme ça et il y a différentes options donc l'Inpainting, qu'on verra juste après, Remove, donc par exemple si je veux enlever un personnage, je vais cliquer sur Remove. Inpainting, ça va être si je veux créer une modification, dans l'image mais pas forcément une suppression. Expand, ça veut dire, si je veux étendre l'image donc pour avoir du contexte. Dans d'autres logiciels, c'est aussi appelé upscaling, non outscaling. Je m'y perds entre les scaling. Alors là, on voit ce que ça donne. Donc effectivement, en fait, il a créé du contexte autour de l'image, donc nous, on s'arrêtait là. Il a créé des bancs et cetera. Bon, le rendu graphique là, précisément de cette image, il n'est pas parfait, mais en tout cas, il a fait le travail, d'extension. Maintenant, on va essayer un petit peu, l'Inpainting. On peut regarder aussi la variation. Donc là, il a mis des plantes, tandis que dans le premier il a mis des sofas, par exemple. On peut regarder, l'Inpainting donc. L'Inpainting donc, là on édite l'image de base et on va sélectionner une place. Par exemple, on va dire: «Bah, là je vais rajouter des personnages». Et donc il faut dire là par contre c'est pas optionnel parce qu'il faut dire ce qu'on fait en fait. Donc en fait, il faut imaginer l'Inpainting comme un travail sur l'image, mais à l'échelle de la zone sélectionnée. Donc ma zone est un peu imprécise, mais c'est pas très grave parce que en fait l'IA va se débrouiller pour faire les raccords, toute seule. Voilà donc après je vais lui dire, woman sitting and reading a book. Voilà. Et je vais essayer en mode quick et je vais mettre juste 2 images pour que ça aille un petit peu vite. Hem, donc on peut l'utiliser pour ça, on peut l'utiliser pour créer des fenêtres, on peut l'utiliser pour, modifier une surface particulière. Alors faut pas non plus, imaginer qu'on va créer une image, à partir de plein de petits bouts d'inpainting, même s'il y a certains logiciels qui fonctionnent un petit peu comme ça. Donc là, il nous a rajouté le personnage, c'est pas très réussi dans ce cas particulier. Il faut faire des tests, il faut itérer, mais là, c'est pas parfait, mais en tout cas, il a rajouté la personne. Une fois qu'on a une image qui est bien, donc par exemple, l'une des images que j'aimais bien, c'est celle-là. Donc bah, déjà, on peut l'identifier avec un favori, donc pour la retrouver, on peut la mettre dans un album d'images sélectionnées. Heu, voilà, je vais la mettre dans un album, que je vais créer, donc je vais lui donner un nom, par exemple, projet 1. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est la mettre à l'échelle parce que comme, tu te souviens, en fait, c'était encore de résolution, petite. Donc on va mettre à l'échelle. Alors pour la mise à l'échelle, il y a plusieurs options. Ça peut être fois 2 fois 4. Donc, la mise en échelle, ça invente des pixels. Ça veut dire pour chaque pixel de l'image, ça va recréer des pixels intermédiaires. Du coup, on peut créer vraiment, du détail. Donc là, si on essaie de zoomer un petit peu en x4, en fait, on peut théoriquement zoomer pas mal et avoir du détail. Et maintenant, la chose qu'on peut faire également, c'est créer une sorte de vidéo animée, pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne l'espace. Alors ça, c'est quelque chose, qui, était assez compliqué avant. Bah, il fallait, créer pas mal de vues, d'une version modélisée de l'image et avec l'IA, c'est beaucoup plus simple. Et donc comment ça marche? C'est que, l'image de base, ça sert de point de départ de la vidéo et après, en fonction d'un prompt, le prompt, il va plus définir, en fait, le mouvement, qu'on veut faire dans la vidéo. Donc, là, je vais dans la partie vidéo. Alors, il se trouve que j'ai déjà fait la vidéo, donc je te montrerai le résultat, pardon. Mais, les réglages, ils sont ici, ils sont sur le côté. Et en fait, la vidéo, c'est pas directement OpenArt qui le fait, mais c'est un outil qui s'appelle Kling avec un G et qui est un peu le standard actuel de la vidéo. Mais bon, ça change assez souvent. Donc, il y a Runway aussi qui est assez connu, et cetera. Et donc, en général, c'est des vidéos de 5 secondes. 5 secondes, 10 secondes, voilà, il y a une différence de qualité. Alors c'est relativement cher, hein, 150 crédits, par génération, sachant que moi j'ai pris un abonnement qui par mois à 3 700 crédits. Donc voilà, c'est un certain prix. Et après du coup, j'ai créé une vidéo mais avec un prompt. Donc là, en l'occurrence, mon prompt c'était je précisais de faire une sorte de travelling. D'ailleurs, il est là le prompt: «Travelling around the office space». Donc ça a pas trop marché, il a pas très bien compris
mon option de travelling. Par contre, people walking in the space, ça a bien marché. Donc là, en gros, la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? C'est essentiellement des personnes qui bougent, mais ça peut être également, justement des travelling avant, des changements de direction qui donnent un peu de la profondeur et on comprend mieux, le résultat. Mais du coup, on peut publier, on peut exporter, en MP4 par exemple, qui est un format vidéo et du coup, on a une version plus vivante de son projet. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour des différentes manières de, créer des images, donc à partir d'un prompt, à partir d'une image de base, à partir d'une image, de contrôle et finalement, comment exporter, modifier l'image et l'exporter en vidéo. Donc c'est évidemment, un premier aperçu, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail et passer du temps à avoir, de meilleures images et le style qui nous convient. Je t'encourage, à pas t'arrêter à la première au premier essai parce que des fois le résultat est pas forcément là, notamment sur Midjourney, sur les différents outils. C'est pas forcément l'outil qui est en cause, mais parfois c'est le prompt, parfois c'est l'image de contrôle, parfois c'est des petites choses en fait qui font que le résultat est pas forcément là, mais ça veut pas dire que l'IA en général ne peut pas faire de bonnes images. Il faut juste comprendre en fait où sont les limitations, notamment, ça peut être le modèle, ça peut être des choses comme ça. Si tu veux approfondir, moi, je suis en train de préparer une formation complète qui sera évidemment beaucoup plus détaillée et où je parlerai à la fois des outils, simplifiés comme OpenArt, mais également des outils, plus complets comme Confi.UI, qui permettent en fait de générer des images, mais aussi de contrôler vraiment avec un niveau beaucoup plus fin de détail, l'image finale. Et je t'invite à regarder, le lien en description. Donc tout ça est compris dans un pack de formation que j'appelle, l'école de l'IA pour l'architecture, pour lequel il y a déjà, 15 heures de formation en ligne. Donc, la partie image, ça viendra un peu compléter, ce qu'il y a déjà sur ChatGPT, sur l'automatisation, sur, une introduction globale à l'IA. Donc il y a déjà notamment des parties sur, l'IA pour les images dans la formation actuelle, notamment sur Midjourney et aussi sur Render dont j'ai parlé en introduction. Donc c'est aussi des logiciels, intéressants. Et donc, je te dis à bientôt pour une prochaine, vidéo et n'hésite pas à poster des commentaires, pour dire, si tu as réussi, si tu as un outil que tu favorises plus qu'un autre. Donc sinon, je t'invite à laisser un pouce vers le haut à cette vidéo pour m'aider à populariser le sujet et notamment cette formation. Donc ça prend pas mal de temps de la préparer, donc ça permet aux autres architectes d'en profiter. Et sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un tutoriel, du même type ou bien une interview, d'un outil IA. Donc, notamment, il y a des interviews qui vont venir sur, des outils comme iPar, par exemple. Voilà, j'ai toute une liste de vidéos qui vont venir. Donc, surtout abonne-toi à la chaîne, comme ça tu seras notifié de la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt et bosse bien sur la partie, IA et images.